Et c'est parti enfin pour la partie historique de la librairie de Téhéran. Je vous remontre l'ouvrage si vous n'avez pas vu lequel c'était. Donc voilà. Alors, pour cette vidéo, hein, on va se calmer un peu. Pour cette vidéo, j'ai été aidée par une amie professeure d'histoire-géographie parce que c'est posé à moi un problème. C'est-à-dire que je voulais expliquer comment on est arrivé à la crise de 1953. Et aussi, mon but, c'était de montrer que, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois à la télévision, par exemple, les Iraniens ne sont pas un peuple arabe, et j'ai voulu remonter à l'Antiquité. Et cette amie-là m'a dit c'est pas une bonne idée, parce que, en fait, partout j'ai trouvé l'Empire Perse. Et elle m'a expliqué que c'est pas du tout le cas, et qu'en fait, il y a plusieurs peuples qui ont cohabité, en fait, plus ou moins, dans des aires géographiques en fait qui n'étaient pas forcément toujours la même, et du coup c'était pas très pertinent de parler de l'Empire Perse. Par exemple, les Grecs se sont battus contre les Mèdes. Alexandre III de Macédoine, donc Alexandre le Grand, s'est battu contre les Achéménides. Et enfin, les Romains se sont battus contre les Parthes. Du coup, c'était pas très pertinent. Donc c'est pour ça qu'exceptionnellement, je vais pas commencer à l'Antiquité, puis parce qu'en fait, ça ferait une vidéo à elle toute seule. Et je vais commencer en fait en 637. Et là vous me dites, mais pourquoi 637? Et bien tout simplement, je vais vous répondre. 637 parce qu'il y a Omar bin el-Khattab, j'espère que j'ai pas fait de faute de prononciation. Omar ibn el-Khattab était en fait un des compagnons de Muhammad, ou alors pour les Européens, Mahomet, d'accord, le prophète. Et il a décidé, avec d'autres, donc d'envahir, de conquérir cette étendue, et aussi de convertir le peuple à l'islam, ce qui s'est fait jusqu'au 9e siècle. Durant ce laps de temps, au 8e siècle, dans la région de Khorasan, je vérifie, de Khorasan, voilà, dans cette région, donc dans la région de Khorasan, au nord-est de l'Iran, ils ont décidé de se convertir, oui, à l'islam, mais à l'islam chiite. Et là, vous me dites, aïe, quelle est la différence finalement entre les chiites et les sunnites? Ça aussi, c'est pour être le sujet d'une vidéo totale, mais en fait, je vais vous résumer, mais c'est très bref, c'est vraiment pas complet du tout. La différence entre les chiites et les sunnites. Déjà, pour les chiites, le digne successeur, en fait, du prophète Mohammed Mahomet, c'est Ali bin Ali Taleb, c'est-à-dire son cousin. Pour les sunnites, en fait, c'était pas lui, mais c'était les 4 premiers califes qu'ils ont choisis comme successeurs. Donc déjà, il y a un schisme à ce niveau-là. Ensuite, pour les chiites, dans la religion chiite, pardon, il y a un clergé qui a beaucoup de pouvoir, puis il y a l'imam, en fait. Alors que chez les sunnites, il n'y a quasiment pas d'intermédiaire, finalement, entre le croyant et le Dieu auquel il croit. Donc ça, c'est vraiment une autre différence que je trouve très importante, du coup fondamentale. Et ensuite, c'est au niveau des chiffres, les chiites représentent 10 à 12% des musulmans dans le monde, les sunnites, c'est 85%. Et ça peut nous expliquer aussi, nous faire comprendre un peu pourquoi il y a beaucoup de tensions au niveau de cette région-là, parce qu'en fait, les pays chiites sont l'Iran, l'Irak, l'Azerbaïdjan et Bahreïn. Les pays sunnites, en fait, font quasiment les entours. Donc on a, je me permets de relire, l'Égypte, la Jordanie, la Palestine et la Turquie, ce qui crée quelques petites tensions entre tout le monde. Légère tension, quoi. Ça se passe pas toujours très bien. C'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Et donc en fait, voilà, ça se passe pas toujours très bien entre les voisins. Et si on avance un petit peu au 19e siècle, interviennent 2 autres acteurs qui sont un peu colonialistes. Alors non, pour une fois, c'est pas la France. Pour une fois, c'est pas nous. C'est la Grande-Bretagne et la Russie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à influer en fait sur la politique iranienne pour leur propre cause. Donc, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, l'influence britannique en Iran s'est vachement intensifiée, tout simplement parce qu'en 1908 a été trouvé un petit truc qui a son importance, le pétrole. Oui, les Britanniques l'ont trouvé. Du coup, forcément, qu'est-ce qu'ils ont voulu ? Ils ont bien compris la manne que ça représentait,
et ils ont essayé de s'ingérer à chaque fois dans toutes les affaires en fait du pays. Toutefois, en 1925, coup d'État, et un officier prend le pouvoir sous le nom donc de Reza Khan, qui devient Reza Shah Pahlavi. Et oui, on a entendu normalement parler de son successeur, puisque de toute façon on verra plus tard, c'est lui qui était au pouvoir jusqu'en 70. Et donc il entame de grandes réformes pour moderniser son pays. Il développe l'industrie, la construction de chemins de fer, des écoles, donc ça devient un système public en fait, en gros l'éducation nationale, j'espère pas qu'ils n'avaient pas Blanquer, la justice est réformée, rédaction d'un code civil, enfin des grosses réformes pour le pays, pour le moderniser, pour le faire avancer, pour qu'il arrive à peu près carrément au niveau des autres, et aussi des suppressions des droits spéciaux pour diminuer l'influence de la Grande-Bretagne et de la Russie. Ils ont pas trop aimé, forcément. Donc en fait, pour résumer, en 1935, la Perse devient l'Iran, interdiction de porter le voile, et obligation de porter un habit à l'occidental pour les hommes. Ça change de ce qui se passe maintenant, je crois. Et en 1941, donc Reza Khan décide que l'Iran resterait neutre dans le conflit mondial qui opposait légèrement les nazis et ses alliés nos alliés. Voilà. Il décide au départ donc d'être neutre, sauf que le Royaume-Uni est en contrôle sur le pétrole. Le pétrole qui, je le rappelle, est sur le sol iranien. Donc en fait, le Royaume-Uni fait pression sur l'Iran pour qu'il rentre quand même dans le conflit, et en 1943, l'Iran déclare la guerre à l'Allemagne. Pendant ce temps-là, parce que justement Reza Khan ne plaisait pas aux Grands-Bretons, ils ont décidé que ça serait bien que l'Iran se passe de lui, et ils demandent à son héritier, donc son héritier Mohammad Reza Pahlavi, devienne le nouveau Shah d'Iran. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait un petit peu d'ingérence de la part de la Grande-Bretagne, c'était vraiment pas une blague pour le coup. Mais, en 1946, une crise éclate entre l'Iran et les soviétiques, parce que je rappelle qu'après 1917, c'est quand même les soviétiques, et les soviétiques, ils contrôlent une partie du pays. Donc il va y avoir une grosse crise entre différentes régions qui veulent faire cession ou pas, qui veulent devenir des républiques ou pas, avec le soutien ou pas des soviétiques, donc c'est vraiment compliqué ce conflit-là. Mais néanmoins, ce qu'on peut voir avec cette première partie, c'est l'influence importante qu'avaient la Grande-Bretagne et la Russie, et plus tard l'Union des républiques soviétiques socialistes, sur l'Iran. C'est un truc de dingue quand même, pour un pays qui ne leur appartient pas. Donc on va commencer par présenter Mohammad Mossadegh, qui est souvent cité dans le roman, forcément. Donc en fait, il est le cofondateur du Front National iranien. Alors quand je dis Front National, il n'est pas pertinent de faire un comparatif, de faire un parallèle avec la France. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce que c'est le même nom que forcément c'est la même chose. Donc lui, c'est le Front National iranien, et il devient Premier ministre 2 fois. 2 fois en très peu de temps, donc de 51 à 52 et de 52 à 53. Passage éclair. Mais pendant son passage éclair, il fait énormément de choses. Par exemple, en fait, je vous ai parlé donc là des puits de pétrole. Une renationalisation va commencer avant, et lui, il va la continuer, plus grande dame des Anglais, parce qu'en fait, depuis 1913, les puits de pétrole sont sous le contrôle des Anglais, par le biais donc de l'Anglo-Persian Oil Company, donc on va dire l'APOC. Plus tard, ça sera plus simple pour nous. Et en fait, durant la domination de l'APOC, l'Iran ne recevait que entre 20 et 25% des bénéfices totaux. C'est-à-dire que le reste allait à la compagnie, en fait. Donc le pays qui se fait exploiter son pétrole par un autre pays ne reçoit que 20 à 25% maximum des bénéfices. Donc forcément, il y en a plein qui n'étaient pas forcément d'accord, qui n'étaient plus d'accord, notamment ce fameux Mossadegh qui, du coup, a décidé d'accélérer un petit peu la renationalisation des puits de pétrole. La Grande-Bretagne n'étant pas d'accord, étonnamment,
décide en fait de porter l'affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye. C'est ça. Je vérifie en même temps parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Et donc des délégations britanniques et américaines se rendent à Téhéran pour discuter des accords, pour trouver en fait un juste milieu pour que tout le monde à peu près soit content. Mais il reste un gros souci, ils se rencontrent en juin 51, il reste un gros souci, c'est qu'est-ce qu'on fait des travailleurs britanniques par rapport à leur statut, par rapport à l'entreprise et tout ça. Et donc ils ne s'entendent pas sur les ressortissants britanniques, ils ne s'entendent pas non plus sur les remboursements, tout ça, donc aucun accord. En 52, la politique de Mossadegh devient très 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 anti-britannique, ce qui me paraît un peu normal. Il ferme des consulats, mais du coup, qu'est-ce que fait le Royaume-Uni? Eh ben dans le Golfe en fait. Dans le Golfe Persique, en fait, les Britanniques font un blocus. C'est-à-dire que l'Iran ne peut plus exporter son pétrole. Et en plus, le gouvernement britannique fait pression ou dit à ses pays alliés « Ah bah non, n'achetez pas du pétrole iranien parce que sinon, menace, machin, tout comme ça, tout ça. » Du coup, ce qui fait que le pétrole iranien... Et ben voilà, les caisses de l'État, il n'y a plus rien non plus. Donc en fait, ça a déstabilisé toute l'économie d'un pays. Et cette crise-là, donc, est connue sous le nom de la crise d'Abadan, je suppose. Et c'est vraiment impressionnant toutes les conséquences que ça peut avoir, parce que là on voit le déclenchement, mais les conséquences sont sur du long terme en fait, comme à chaque fois. Toutefois, en 1952, le 6 juillet, Mossadegh démissionne, après que le Sénat lui ait refusé le vote de confiance. Donc le 16 juillet, le Shah nomme Gavan Os-Sultaneh. Je suis désolée pour les noms, j'espère que vous ne serez pas vexés pour la prononciation. Donc comme Premier ministre, il est apprécié des Britanniques, parce qu'il œuvre un petit peu plus côté britannique, et du coup, il essaye, lui, de négocier un accord avec eux. Sauf qu'il se met le peuple à dos, parce que le peuple veut renationaliser les puits de pétrole, il veut, en fait, que les entreprises iraniennes exploitent les sols iraniens, et non pas les Britanniques, et que les Britanniques se calment un petit peu niveau ingérence. Donc du coup, ça se passe pas bien, et le 20 juillet, donc 16 juillet, hein, il arrive. Le 20 juillet, le gars il a fait 4 jours. Le 20 juillet, Mossadegh est à nouveau Premier ministre. Et la Grande-Bretagne fait carrément la tronche parce qu'en fait, le tribunal de l'Aïe dit « Je ne suis pas compétente pour juger cette affaire. Hein. Tant pis. » Donc, bon bah les Grands-Bretons sont pas méga contents. Ils font la tronche. Donc on pourrait croire qu'en fait, c'est bon, tout est bien qui se termine bien, renationalisation, tout ça, mais en fait non, pas du tout. Le pays est vraiment durement touché par la crise d'Abadan, et quand bien même en fait Mossadegh essaie de réformer son pays et de redresser ses finances, ça se passe pas bien. En plus, Mossadegh commence à être de plus en plus autoritaire, genre sévère, c'est-à-dire qu'il interdit le droit de grève. Imaginez si en France on fait ça. Bah non, parce que le droit de grève, c'est un droit des travailleurs de protester contre des conditions de travail ou autres, ou des façons de faire du gouvernement qui ne sont pas bonnes du tout. Et ben là, il a décidé que, déjà d'une, plus de droit de grève, et de deux, si jamais on entend parler de grève de quelqu'un, tout ça, et qu'on le dénonce, la personne est arrêtée, jugée, condamnée, sans forcément pouvoir être défendue. Et donc, en fait, sur ce que j'avais lu sur internet, c'est que les prisons, il a dû en construire une dizaine d'autres, vu que tout le monde finissait en prison. Parce que on n'était pas super content hein, d'être réduit en silence comme ça, c'est un peu moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce qui fait que, en fait, comme il emprisonne tout le monde comme ça, et qu'en plus il n'y a pas de recours possible, ben Mossadegh commence à perdre ses principaux soutiens, ce qui va lui faire beaucoup de mal pour la suite. Et en 1953 commence le bras de fer entre le Shah, donc Pahlavi, et Mossadegh. Donc dans la rue, il y a des protestations pro-Pahlavi ou pro-Mossadegh, ils ont tendance à se battre et à se mettre sur la tronche. Et du coup la famille royale part à l'étranger, Mossadegh prend de plus en plus de pouvoir, ce qui inquiète certains pays, je vous donne dans le mille, les Grands-Bretons, et un autre pays dont on a juste cité le nom tout à l'heure, les États-Unis. Et là, pour moi, ça va être le moment de vous parler de l'opération Ajax. Fête des fleurs. Fallait que je la fasse cette blague, hein, j'avais pas le choix.
Donc l'opération Ajax, allons-y. C'est une opération conjointe entre la CIA et le MI6 sous les ordres de Dwight Eisenhower et de un petit homme politique pas trop connu chez les Britanniques, Winston Churchill. Voilà, alors les intentions de cette opération ne sont pas tout à fait claires, parce que si la CIA, au bout de 50 ans, développe les trucs, machin, on peut regarder, le MI6, toujours pas. Donc on ne sait pas clairement quels étaient les buts avoués, non avoués de cette opération. Mais ce qui est drôle, c'est que... Enfin, ce qui est drôle, d'un point de vue extérieur, c'est que cette opération est à la fois un fiasco et une réussite. Je vais vous expliquer. En fait, le principe de cette opération Ajax, c'était de renverser Mossadegh. Parce que du coup, Mossadegh devenait autoritaire, il renationalisait à tout va. Ils avaient un petit peu peur sûrement pour l'équilibre dans ces pays-là, je ne sais pas, mais en tout cas, ils voulaient renverser Mossadegh. Donc ils ont eu des soutiens, notamment de la part du Shah, étonnamment, de certains membres du clergé, qui n'aimaient pas trop forcément les réformes, et tout ça. Et ils se sont mis en fait à travailler ensemble. Et le 16 août 1953, c'était censé être la reddition de Mossadegh. Sauf qu'elle n'a pas eu lieu. Donc l'opération est un échec. Mais c'est une réussite, parce que le 19 août, donc soit 3 jours après, et ben en fait Mossadegh démissionne. Il n'a pas le choix non plus, mais il démissionne, et comme ça ils ont pu placer l'homme qu'ils voulaient à la tête du pays, avec le Shah, c'est le général Zaidi. Voilà. Donc l'opération Ajax est un échec, mais ils ont eu quand même ce qu'ils voulaient. Trop fort les gars, trop fort. Et donc le Shah rentre chez lui avec sa famille en Iran le 22 août suivant, tout content. Alors on pourrait se demander quelles sont les conséquences de cette crise de 1953. Enfin, cette crise de 53, je pense qu'on pourrait dire la crise de 50-53 quand même, parce que c'est un peu plus long je trouve. Alors, les accords pétroliers sont signés forcément entre l'Iran et la Grande-Bretagne, mais ça ne satisfait personne. Parce que pour le Shah et Zaidi, ils ne récupèrent que 50% des droits du pétrole, et les Grands-Bretons sont pas contents non plus, parce qu'en fait, c'est pas eux qui vont signer, c'est un consortium de plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, donc ils touchent encore moins qu'au départ. Donc, ils se sont fait un petit peu bananer sur le coup. Donc c'est un échec critique. Deuxième conséquence, le Shah Pahlavi met en place, tranquillement, comme ça, une dictature avec l'appui américain. Parce que il fait attention à ce que veulent les Américains, il fait participer tout ça. Eux, ils peuvent s'en gérer un petit peu comme ils veulent dans les affaires iraniennes. Du coup, lui, on lui dit rien. Ils peuvent faire une dictature. Mais s'il y en a d'autres qui font, c'est pas bien. Enfin bref. Et toutefois, pendant cette période de dictature, Pahlavi va moderniser l'industrie et la société à fond, c'est ce qu'on appelle la Révolution blanche, donc qui est lancée en 1963, et qui est financée grâce à l'argent du pétrole. Et c'est aussi avec ça, donc je n'irai pas plus loin parce que sinon la vidéo va être méga longue et c'était pas la période dont je voulais parler, mais c'est avec cette Révolution blanche, donc à partir de 1963, avec des réformes agraires, des réformes sur l'école, des réformes sur les propriétaires terriens, ce qui va ennuyer beaucoup de gens riches et haut placés. En fait, il va moderniser sa société, mais en même temps, ça va pas forcément bien se faire, et il y a le clergé et les imams qui ne sont pas forcément tous très contents. Ce qui va en fait lancer un petit peu les années 70 avec tout ce qu'on connaît. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, parce que chez moi, j'ai la bande dessinée ou le roman graphique. Je sais pas quelle est la différence entre les deux, faut que je me renseigne. Donc de Persepolis de Marjane Satrapi, et justement, ça parle des années 70. Donc je me demande si je vais pas le faire, mais plus tard, parce qu'il me faut faire beaucoup de recherches. Parce que pour une fois, je n'ai pas parlé d'Angleterre, du Royaume-Uni, pas du Royaume-Uni du coup, je n'ai pas parlé du Royaume-Uni, ni des États-Unis, ni du Canada, ni de la France. J'ai parlé d'un autre pays, alors j'espère que justement, ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose avec moi, ça me fera plaisir d'avoir des retours, ou même des précisions et tout ça. Je remercie encore une fois mon ami professeur d'histoire-géographie d'avoir pris le temps. Et voilà, je voudrais vraiment la remercier d'avoir pris le temps de discuter avec moi, de m'expliquer pourquoi on pouvait pas parler d'Empire perse et pourquoi ça serait limite le sujet d'une autre vidéo. Et puis c'est trop cool de parler histoire en fait. Voilà, donc j'attends vos retours et je vous souhaite de bonnes fêtes. Comme vous avez vu, voilà, il est beau mon sapin. Hein, il est beau mon sapin. Et je vous dis à bientôt, salut.